Vous avez chacun un micro, pardon. Vous avez 2 micros, d'accord. Charlotte, on te laisse la parole. Merci à tous d'être là Avec ce le micro, soir. avec le micro. J'espère que vous avez aimé ce film. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser et surtout à l'écrire avec Yann Olivier et Éric Morfeau. Je crois qu'on a formé un chouette trio bien complémentaire. Donc déjà merci beaucoup à vous deux. Il faut dire qu'au début j'étais un peu sceptique quand Yann Anthony de Factory m'a demandé de me pencher là-dessus. 52 minutes sur une épave suédoise coulée il y a 400 ans. Mais en fait, il y avait tellement à raconter, c'était tellement passionnant qu'on a eu besoin de 2 films. Là, vous avez vu le premier, mais on développe beaucoup le travail des archéologues. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à raconter toute cette belle histoire. Je voulais remercier Arte, Factory et Sepia et tous ceux qui ont financé le film de m'avoir fait confiance parce que je n'avais jamais réalisé de film historique. Je voulais aussi remercier le musée du Vasa et Fred Ocker en particulier. Ils se sont vraiment pliés en 4 pour accéder à toutes nos demandes. Ça se voit pas dans les images, mais durant nos tournages, notamment en novembre et en mars, on a eu 2 énormes tempêtes qui ont paralysé tout Stockholm et les différents intervenants ont dû au dernier moment trouver des endroits où dormir pour pouvoir poursuivre ce film. Donc vraiment le musée nous a vraiment beaucoup aidés. Et voilà, je voulais particulièrement remercier Fred Ocker parce que sans lui, le film n'aurait pas été le même. Voilà. Merci. Juste un petit mot sur la jeunesse du projet à la base. Quand l'étincelle en fait qui a donné naissance à ce film, c'était le fait que Fred Ocker était en train de travailler sur une recherche du dernier canon du Vasa. Il avait lancé un projet de recherche donc avec des explorations de la rade de Stockholm, et donc c'est ça qui à la base nous a donné envie de faire ce film. Et donc à mesure qu'on a discuté avec Fred, on s'est rendu compte qu'il y avait bien plus que donc le Vasa est vraiment un objet de recherche extrêmement vivant. Et je pense que ce serait intéressant que Fred nous raconte un petit peu quelles sont les recherches, quels sont les secrets qui restent encore sur lesquels vous faites encore des recherches. So what are the secrets you're trying to reveal with your latest research? What is your research looking forward to now? Merci, Jan. I apologize in advance. At one time I could speak French, but then I learned to speak Swedish and all the other languages went out of my head. If I try to speak French now, it just comes out as Swedish. The current research we're doing, one of the questions I get a lot is, what's the most interesting thing you've learned about Vasa? What's the most interesting thing there is with Vasa? And I always answer the same way. It's whatever I'm studying right now. Because there's always something new coming up. There's always a good question. Right now, we've just published a very big book about all of the rigging, how you sailed a ship like Vasa. And then we're in the middle of overhauling a research or an exhibition we have about the people who died on the ship. And so we've been collecting a lot of research on human remains and the objects associated with human remains. Fred, I think we need translation. Oh, you do? All right. Yeah, donc Fred disait qu'il était que beaucoup de gens lui demandaient qu'est-ce qui était le plus intéressant à propos du Vasa, et la réponse est toujours la même. C'est ce sur quoi je travaille actuellement. Et en fait, il y a énormément de choses sur lesquelles il travaille actuellement. Donc, ils viennent de publier un livre sur le gréement du Vasa, donc la façon dont toutes les voiles étaient installées. Et ils ont également lancé des recherches sur les gens qui sont morts à bord du Vasa.
et donc avec énormément de recherches sur l'ADN des victimes, qui vont être abordées dans le deuxième épisode, que je vous invite à regarder, qui est disponible sur arte.tv dès aujourd'hui en fait, et qui sera évidemment diffusé le 2 décembre sur Arte. And you can go on the rest of the research. Certainly. One of the things that we've been discovering is that it's been possible to reconstruct a lot about the people. If you see the second episode of this, there's a lot of focus on the people on board, and very much of our research right now is focused not on the technological things like firing cannons and building ships, but about the people who cut the timber in the forest, the people who built the ship, the people who were among the crew, and other people who were on board when the ship sailed. Et donc les recherches maintenant se focalisent beaucoup moins sur la technologie, sur les canons, comment ça marchait, que sur qui étaient les gens qui étaient à bord du Vasa quand il a coulé, mais aussi ceux qui l'ont construit, ceux qui ont coupé le bois dans les forêts pour le construire. Et donc tout ça c'est évoqué, enfin en partie dans l'épisode numéro 2. We've had a large project recently that also appears in the second episode, looking at the clothing that was found on board. Most of what we know about clothing in the 17th century, we know about how kings and princes dressed, because those are the clothes that survive in museums. Those are the things that people thought were worth saving. But how ordinary people like us dressed is a little bit of a mystery. But because the crew of Vasa are conscripts, they're basically farm boys and townsmen who have been dragged into the Navy, and the Navy didn't provide any clothing. They showed up in the clothing they owned. And so the textile remains we have, over 5,000 fragments of wool, silk, and linen, represent one of the best clues we have to how ordinary people dressed in Scandinavia in this period. Donc on sait beaucoup de choses sur la façon dont les riches et les puissants s'habillaient à l'époque au XVIIe siècle, mais en revanche on en sait beaucoup moins sur la façon dont les gens ordinaires s'habillaient. Et justement le Vasa, qui était composé d'un équipage de conscrits, mais également de gens tout simplement qui venaient de la campagne, auxquels la marine n'a pas fourni d'uniforme. Donc ces gens-là sont venus à bord avec leurs propres vêtements, des vêtements de gens ordinaires. Et how many samples of clothing did you find in the Vasa? 5600, donc 5600 fragments de vêtements ont été retrouvés dans le Vasa et permettent d'avoir une idée très précise de la façon, enfin un échantillon incroyable de la façon dont les gens ordinaires s'habillaient au début du XVIIe siècle. My own research has been focused very much on resources and how do you collect all of the raw material that you need to build a ship like Vasa. That's not just timber, it's iron, it's copper, it's tar, it's hemp fiber for the rigging and the sails. And one of the things that I found fascinating about Vasa is that it's an international project. All of Northern Europe contributed to building the ship. Certainly Sweden provided metals and some of the timber, but timber came from Poland, timber came from Denmark, Sweden's two great enemies in this period. The cloth for the sails came from France, from Brittany. The coal to fire the forges that made the anchors came from England. Paint came from as far away as Spain, and a lot of material came from the Netherlands. Et donc une des choses fascinantes sur lesquelles Fred travaille, c'est les ressources qui ont servi à construire ce bateau, d'où est-ce qu'elles venaient, et quand on se penche dessus, on réalise que c'était un projet totalement international, avec évidemment la Suède a fourni du métal et un peu de bois, mais il y a énormément de bois aussi qui vient de Pologne, de Danemark, qui étaient deux nations ennemies de la Suède à l'époque. Et on a les voiles, enfin la toile des voiles qui vient de Bretagne probablement en France, et le charbon venait d'Angleterre. Et la peinture venait même, certains échantillons de peinture venaient même d'Espagne. Donc c'était vraiment un projet totalement international à l'époque. Est-ce qu'il y a des questions? On discute, mais il y a des questions dans la salle. N'hésitez pas, je vais essayer de circuler avec un micro. Oui, on a
Donc j'ai un micro que je peux faire circuler dans la salle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou des remarques à aller. Je me demandais comment les vêtements ont pu survivre à 300 ans dans l'eau, tous ces éléments. So, Fred, the conditions in Stockholm Harbor are very good for organic materials generally. So wood survives very well, leather survives, cloth actually survives reasonably well. It's terrible for metals. But among the cloth, what survives best are wool and silk. That is, fiber that comes from animals is much more durable underwater than fiber that comes from plants, because it's proteins instead of carbohydrates. And so we have the wool outer shells of jackets. We don't have the linen linings. Donc les conditions dans le port de Stockholm sont très bonnes pour toutes les matières organiques, en particulier donc le bois, mais aussi donc les tissus et la soie, et plus particulièrement donc les fibres d'origine animale se sont très bien conservées, les fibres d'origine végétale beaucoup moins, mais donc on a ensuite grâce à ça des échantillons de vêtements très intéressants. Ah, vous avez une question? Bonjour. J'avais entendu dire, mais je me suis peut-être trompé, qu'il y avait eu au XVIIe siècle, dès que le bateau a sombré, des campagnes pour renflouer, et notamment des canons qui étaient les objets les plus précieux à bord. Est-ce que ces campagnes ont eu lieu, et qu'est-ce qu'on a remonté alors? Alors pour ça, il faudra regarder le deuxième épisode. Effectivement, dans le deuxième épisode, vous allez voir qu'ils ont développé des techniques assez incroyables de plongée sous cloche pour aller chercher les canons, et on raconte un peu comment ils ont fait. Et il y a même des personnes de l'équipe scientifique du VASA qui ont participé à des expérimentations pour essayer de reconstituer ces cloches-là, et qui sont allés plonger un peu à la méthode ancienne. Et c'est assez impressionnant de voir ça. J'avais une question aussi, en plus sur le film, mais c'est vrai que c'était comment est-ce que Charlotte, Eric ou Yann, vous avez travaillé aussi pour essayer de partager entre l'animation, le documentaire, comment est-ce que l'articulation en fait s'est trouvée un petit peu, s'est construite en quelque sorte au fil du projet? On a essayé de rendre le film le plus dynamique possible, et donc d'abord on s'est dit on va partir des archives qui sont conservées, on va partir du réel, mais on allait vite tourner en rond avec juste des écritures, et on s'est dit comment on va mettre ça en images. D'abord on a imaginé faire appel à des comédiens et faire un studio et faire du docu-fiction, et on avait peur que avec les budgets qu'on avait, ça devienne quelque chose un peu cheap ou mal fait, et on s'est dit pour rendre les choses modernes, on va avec des dessins, des aquarelles, et donc on a fait appel à une dessinatrice, et après on s'est dit qu'on allait animer ça. Voilà. J'ajoute que l'animation en matière de documentaire pose tout de suite une distance qui est assez saine, je trouve, quand on fait du documentaire, parce qu'on assume complètement la distance en fait, et le caractère reconstruit des événements, alors qu'avec des acteurs on introduit une espèce d'ambiguïté. Est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce qu'il était vraiment comme ça, etc. Dans l'animation, on assume vraiment ce côté reconstruction, et donc je trouve que c'est plus honnête pour une démarche documentaire. Et en plus de ça, en fait, chacune des animations ont été validées par Fred Ocker et Anna-Maria Forsberg, que vous voyez, et d'autres spécialistes qui travaillent justement sur les vêtements. Et donc on voulait être sûr que la dessinatrice et ce qu'on imaginait dans le storyboard soit le plus proche quand même du réel. Donc à chaque étape, on vous a validé pour être sûr que les chaussettes étaient bien, la moustache, la coiffe. Can I jump into that? Because I can understand what people are saying. One of the things we like about the film is the way you handled the reconstruction aspect.
We've worked on other films at the Vasa Museum where people have tried to recreate scenes from the 17th century with actors in costume and sets and that sort of thing. And we've always found that very unsatisfying because the people are never dirty enough, for one thing, things like that. But by stepping back a step and using this kind of animated reconstruction, it's very honest with the viewer. You're making it very clear this is a reconstruction. It's a little bit impressionistic because there is a lot we can't know. And at the museum, we really like that. Donc le musée du Vasa a déjà travaillé avec d'autres sociétés de production pour des films par rapport, relatant l'histoire du Vasa, et à chaque fois ils n'étaient pas tout à fait satisfaits du recours aux acteurs, parce que d'abord souvent les acteurs n'étaient pas assez sales pour être suffisamment authentiques. Et donc ce qu'il a apprécié, c'est qu'avec l'animation, il y avait certaines choses qui étaient un peu impressionnistes aussi, parce qu'elles étaient c'était des choses qu'on savait pas, on les dessinait juste pas, quoi. Et donc voilà, il a apprécié le fait que on ait eu recours à l'animation plutôt qu'à des acteurs. Thank you. Il y a des questions ou j'en vois pas? Non. Sinon, moi j'en ai une pour... Ah si, là-bas. Au milieu. Alors, ça va être compliqué, mais j'essaie d'arriver jusqu'au bout. Mais c'était pour savoir comment ont-ils fait pour commercer et récupérer des matériaux pour fabriquer le Vasa, alors qu'ils étaient déjà en guerre et ses adversaires savaient qu'ils avaient perdu des qu'ils avaient eu des pertes au niveau des bateaux, donc ils pouvaient se douter qu'ils allaient en fabriquer un autre. Donc comment ils ont réussi à commercer? That's a question for Fred, I think. C'est dans le deuxième épisode aussi. C'est aussi dans le deuxième épisode. C'est vrai. Effectivement, une grande partie des réponses à ta question est dans le deuxième épisode. Mais Fred, peut-être. The question is why did they buy? What did for instance, the Poles or the Danes sell material to the Swedes, even though they knew it would probably help them build a ship against them? There's two factors at work there as to why Sweden could buy material from its enemies. One was they used neutral middlemen, Dutch merchants, who could trade with anybody because they weren't at war with anyone. And then the second reason is, even in wartime, business is business. It's always a problem for governments to keep their national resources focused on the task. An example that I often give is that in the American Civil War in the 1860s, all the buttons on all the uniforms on both sides were made in the same factory in Connecticut. Donc il y a deux explications. La première, c'est que ils utilisaient souvent des intermédiaires qui étaient neutres, par exemple des marchands néerlandais, avec lesquels ils n'étaient pas en guerre. Et la deuxième, c'est que même en période de guerre, le business c'est le business, les affaires c'est les affaires. Et un des exemples les plus saisissants de ça, c'était pendant la guerre civile américaine, le fait que les boutons les boutons d'uniforme des deux camps ont été fabriqués dans la même usine. Moi j'avais une question, voilà. Bonsoir, j'avais une question pour Eric. Vous avez apporté l'écriture, le roman un peu, c'est ça, le scénario. En quoi ça a consisté, puisque c'est historique, donc il y avait, j'imagine, déjà beaucoup de choses écrites. Oui, alors il y a énormément de matériel historique, de matériel archéologique, des pistes multiples, et l'idée c'est de trouver la bonne manière de le raconter, une manière qui soit captivante et juste. Et donc voilà, c'est tout le travail d'écriture qui s'est fait avec Yann et Charlotte, parce que il y a un aspect historique, il y a un aspect géopolitique, il y a toute
la démarche aussi des archéologues, hein, qui est une sorte d'utopie, puisque les archéologues cherchent à faire renaître un monde englouti. Donc c'est Fred et Anna Maria, que vous voyez à l'écran beaucoup, qui en fait portent cette histoire, et ils ont une telle passion qu'ils nous la transmettent, et nous on essaie aussi de faire en sorte que cette idée bizarre de faire renaître un monde englouti arrive jusqu'au public. Voilà, c'est un peu les défis de la narration. Et il y avait aussi, alors c'est vrai qu'on parle beaucoup, on en a parlé un peu en blague du deuxième épisode, mais il y avait aussi un peu finalement cette idée d'avoir un film en 2 épisodes, alors qu'ils se suivent pas forcément, mais qui peuvent fonctionner presque l'un sans l'autre. Et donc c'est vrai que vous avez aussi travaillé à ce découpage de ce qu'on raconte dans l'épisode 1 et dans l'épisode 2. Alors peut-être vous pouvez en dire un petit maintenant que vous avez vu l'épisode 1, sans tout spoiler, mais donner envie de voir encore l'épisode 2. C'est vrai que vous pouvez peut-être dire comment vous avez imaginé un peu ce découpage entre les 2 épisodes. Quel a été le principe un peu voilà. L'épisode 1 est davantage historique, et l'épisode 2 est davantage archéologique. Alors on part on vous invite à grimper, à embarquer sur le Vasa, mais en toute sécurité. Et puis on va suivre les artefacts les plus spectaculaires, c'est les canons. Donc on va voir ce qu'il est advenu de ces canons. Et puis on va s'intéresser à des artefacts aussi étonnants comme les voiles, puisque les voiles du Vasa sont les plus anciennes voiles au monde conservées. Et on va voir aussi comment les voiles circulent, et ça nous permet d'avoir une vision sur la géopolitique et le commerce à cette époque, jusqu'à des artefacts plus personnels, plus intimes. Et puis avec ce que permet la science, essayer de faire revivre, comme Fred le disait tout à l'heure, de faire revivre vraiment les personnes qui étaient à bord du Vasa. En fait, pour rebondir sur Eric, toute l'idée c'était pas de dire bon bah on va parler des textiles, on va parler des canons, on va parler de la voile, on va parler voilà, de tout de l'ADN, mais comment on raconte tout ça sans avoir un enchaînement un petit peu sans queue ni tête. Et donc on est parti sur certains personnages, certaines personnes qu'on a pu identifier à bord, et en fait on les suit, si vous regardez l'épisode 2, on va suivre notamment une femme, et on va petit à petit voir à quoi elle ressemblait, quelle était sa couleur des yeux, les cheveux, son visage, parce qu'il y a un sculpteur qui, de manière très scientifique, reconstitue les visages. Ensuite, il y a certaines chercheuses qui étudient les textiles et ont reproduit les vêtements. Et donc, petit à petit, on a essayé de raconter tout le travail des archéologues grâce à un capitaine et une femme qu'on suit dans le film. Bonjour, merci pour ce film passionnant. Et j'avais une question pour M. Hawker sur le fait de l'oubli de cette histoire, parce que je trouve ça incroyable, le refoulement d'un peuple. Est-ce que pendant 300 ans, où on a toujours su que le Vasa était, le peuple suédois et de Stockholm notamment, a toujours su que le Vasa était là, ou alors il l'a complètement oublié, et c'est qu'au XXe siècle qu'on s'est souvenu de cette histoire? The memory of Vasa survived for a very long time in Stockholm. But the man in the film, Anders Franzén, who found the ship in 1956, spent a lot of time creating his own myth about how the ship had been forgotten for 330 years and he had found it. But in fact, the site of the wreck was marked on the harbor charts. That it was well known by the people who worked in Stockholm Harbor that there was a big wreck in that location. And every history of the Swedish Navy written after the ship sank includes a chapter about the loss of Vasa. So it wasn't really forgotten in that sense. But what was
important is that people lost interest in it in the 20th century, and France's contribution was to revive interest in what the story the ship could tell. Donc le Vasa n'a jamais vraiment été oublié, il a perduré dans la mémoire du peuple suédois pendant toutes ces années. Mais quand il a été redécouvert par Anders Hansen a passé un certain temps à construire son propre mythe de redécouvreur du Vasa, alors qu'en fait le lieu du naufrage du Vasa était marqué sur toutes les cartes du port de Stockholm pendant des années. Voilà, il a lui-même construit un peu son mythe de découvreur. Et oui, par contre, tout le mérite qui lui revient, c'est évidemment d'avoir ravivé l'intérêt autour du Vasa. S'il y a d'autres questions. Pardon. Comment est-ce qu'on devient archéologue naval? How do you become a naval archaeologist? You grow up on a farm in the Blue Ridge Mountains. I grew up as a farmer and determined I was not going to dig in the dirt for my living, so I became an archaeologist. Donc j'ai grandi dans une ferme et j'ai vite conclu que j'avais pas envie d'aller creuser le sol tout le temps, et c'est comme ça que je suis devenu un archéologue maritime. But the more accurate answer is I studied history at university, but I also worked at a maritime museum where I was a carpenter restoring old wooden ships. So I came into this with a very practical interest in building and rebuilding ships. Donc il a fait des études d'histoire, plus concrètement, et ensuite il a donc travaillé dans un musée, notamment comme charpentier, pour reconstruire des épaves, rafistoler des épaves, et donc il est entré dans l'archéologie maritime par un angle très technique. And while I was doing that, working at the chantier, I found out about underwater archaeology, that existed as a field, and how you could study it. And I had the great light bulb moment of knowing that was exactly what I wanted to do, and that's now 40 years ago, and I have not regretted the choice I made 40 years ago. Et donc c'est en travaillant à la reconstruction de ces bateaux qu'il s'est rendu compte qu'il existait cette catégorie de scientifiques, donc de l'archéologie maritime, enfin marine, et donc c'était il y a 40 ans et il l'a pas regretté depuis. So then I went to graduate school in maritime archaeology at Texas A&M University, where they teach that, and then became part of the faculty. I was a professor at Texas A&M teaching that, but then when the Boston Museum was looking for a director of research, I would much rather work in the museum than in the university, because you get a much bigger audience, and I'm a show-off. Et donc, il a eu l'occasion de travailler comme universitaire à l'université du Texas, mais quand il a eu l'occasion de rejoindre un musée comme le musée du Vasa, il s'est dit que c'était quand même beaucoup plus intéressant, on arrivait à atteindre une audience beaucoup plus grande à travers un musée qu'en étant prof à l'université. Et voilà, comme il aime bien se présenter en public, c'était le travail rêvé. Right. And I've just had the chance today to go through this museum and its new incarnation, which is an absolutely magnificent hymn to French naval history. It's an amazing place. But one of the things that I like about the museum as a place is that you have to be able to communicate with everybody. As I tell our guides, if I write a best-selling book in the genre of maritime archaeology, we might sell 5,000 copies. That's fewer people than we get through the museum in a morning in July. And any one of our guides in the course of a summer will talk to more people than will ever read any book that I write.
Et donc ce musée le musée ici, qu'il a eu l'occasion de visiter, est un hymne à l'histoire navale française, et il est très impressionné. Et n'importe quel bouquin qu'on peut écrire, que lui peut écrire, fera au maximum 5000 exemplaires. C'est à peu près autant qu'en une matinée au musée du Vasa de visiteurs. Donc voilà, un musée, c'est vraiment un moyen d'atteindre des publics, de parler à tout le monde. Have you finished, Fred? Can I ask my question? Ask me what time it is, I'll tell you how to make a watch. First, thank you very much for your compliments of the Musée National de la Marine. You are always welcome to the museum when you want. If you need a permanent post, of course you're welcome. We'll be very proud. Just a question, Fred, do you know why the French refused 3 times to buy the sister ship of Vasa? I forgot the name. Eplet. 3 times. Eplet, because they're smart. It was a terrible ship. It sailed basically 2 seasons. They had to reduce the armament. And then it mostly just sat in Stockholm Harbor as an ornament next to the palace, as a floating battery. And everybody knew it was a bad ship. So the French were smart customers. Donc la question c'était pourquoi est-ce que les Français ont refusé à 3 reprises de racheter le vaisseau jumeau du Vasa, donc l'Eplet. Et la réponse c'est parce qu'ils étaient très intelligents. L'Eplet était un navire absolument terrible qui a navigué tant bien que mal pendant 2 saisons, et ensuite il est resté parqué dans le port de Stockholm pendant des années, jusqu'à ce qu'on se décide à le couler. Bonsoir. J'avais une question par rapport au risque qu'affrontait le Vasa et les bateaux de l'époque, en fait. On a vu que globalement, ce que j'ai compris du début du documentaire, c'est que le Vasa a coulé par un problème d'équilibre. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres cas de figure à l'époque? Est-ce que c'était quelque chose de répandu que des bateaux, pour des problèmes d'équilibre, partaient par le fond? Et la deuxième partie de ma question, c'est ce qui m'a frappé dans le documentaire en tant que profane, c'est le bois qui est partout. Est-ce que le feu aussi était un risque? En quelle proportion à l'époque ça concernait les navires? To what extent was we saw in the movie how risky it was because the ship went down because of the loss of balance. Was it something that was spread out at the time? And another thing is that what struck me the most in the footage was basically there was wood and timber everywhere, and when I see wood like this, I think about fire. How big was it at the time? Thank you. Okay, the answer to the first question about how common was Vasa's problem, very common. Once you build a ship with multiple gun decks, that's a very difficult compromise to make work before you have the mathematical tools that you need to calculate stability from a paper design. And those were still a century in the future. Leibniz still hadn't discovered calculus, and then a proper model of stability did not exist until the French mathematician Bouguier developed that in around 1750. And so it was very common that big ships had this problem, not usually to the degree that Vasa had. I'll let him translate that. Donc c'était un problème très très courant à l'époque, à partir du moment où vous construisiez un bateau avec plusieurs ponts de batterie, de canon. Donc en fait on a eu c'est un mathématicien français, Bouguier, qui a autour de 1750 établi un modèle pour déterminer le centre de gravité d'un bateau. Et donc, à l'époque où le Vasa a été construit, ça n'existait pas encore, tous ces outils mathématiques. And the second is the risk of fire was ever present. It was something that sailors, or even today on steel ships, are very conscious of, because if your ship catches on fire, there's no fire department you can call, and there's nowhere you can go. So you do everything you can to make sure there's not a fire. And wood is really the only material you had to build ships out of in the 17th century. But you're also using tar, which is even more flammable than wood. You're carrying tons of gunpowder,
And so there are very, very strict rules about containing fire on board the ship. There's only specific places you're allowed to light a fire. In the stove for cooking, which is a brick-lined room in the bottom of the ship, for example. Et donc le risque de feu est évidemment pris très très au sérieux dans un bateau en bois, et ça se traduisait par donc en plus on utilisait du goudron qui était extrêmement inflammable, on utilisait de la poudre à canon qui était également très dangereuse, et donc il y avait seulement certains endroits où on avait le droit de faire du feu à bord, et l'un d'entre eux c'était la cuisine, et la cuisine était elle-même protégée par un mur de briques, et voilà, je pense que j'ai plus ou moins traduit. Je crois qu'on est... ouais. C'était la dernière question, voilà. Il faut qu'on libère la salle et le musée également qui doit fermer. Merci beaucoup, rendez-vous, on va dire dès aujourd'hui, si vous voulez, en ligne sur Arte pour découvrir l'épisode 2, donc vous avez tous envie de connaître l'épilogue, et sinon sur Arte samedi prochain en